Bonjour Hendrik Davy. Peut-être pour commencer, vous pourriez juste rapidement vous présenter. Je sais que vous êtes député La France Insoumise dans la région marseillaise, mais vous êtes aussi chercheur ou directeur de recherche, je sais pas, vous pouvez préciser peut-être, à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Oui, enfin, j'étais, puisque là, maintenant je suis député, mais effectivement, j'ai été pendant 20 ans chercheur à l'INRA, mais je travaillais plutôt sur l'effet des changements climatiques sur les forêts, donc pas vraiment sur l'agriculture, mais néanmoins, en tant que chercheur à l'INRA, j'ai suivi un certain nombre de dossiers sur l'agriculture, puisque j'ai été observateur au conseil scientifique de l'INRA pour la CGT pendant longtemps. Voilà, et maintenant je suis député LFI NUPES des Bouches-du-Rhône à Marseille. Très bien. Alors, le but de cette conversation, c'est pour notre émission Le Génie Alpalps, donc pour ce soir. Et ben, bien sûr, tout le monde remarque, cette forte poussée de mobilisation des agriculteurs, d'abord peut-être aux Pays-Bas, ensuite en Allemagne, dans d'autres pays et aujourd'hui très fortement en France. Hier, je voulais prendre, l'A51 qui descend vers, Aix et c'était complètement fermé. Il y avait beaucoup d'autoroutes fermées, donc ça arrive aussi dans notre région. C'est une question assez complexe et j'ai lu votre billet de blog, donc du 24 janvier, il y a 2 jours, où vous essayez enfin, parler des différents aspects, notamment 3 aspects que vous, signalez quoi, pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce qu'en gros, on peut dire qu'il y a je pense que tout le monde peut vraiment sentir qu'il y a des revendications tout à fait normales et qu'il faudrait soutenir, dans ce qui se passe. Et puis il y a d'autres, je pense pour vous et pour moi et pour nous, un peu ce qu'on pourrait appeler, des personnes, qui se soucient beaucoup pour les questions du climat, pour les écosystèmes, pour la biodiversité, pour beaucoup de questions comme ça. Il y a des revendications qui posent quand même bien problème. Donc il va falloir on arrive à évoquer tout ça. Peut-être vous pourrez un peu démarrer avec, cette, vision que vous avez de séparer, hem, toute cette question en 3 chapitres. Mmh. Bah, avant d'arriver dans le détail, moi, je voudrais quand même dire que cette mobilisation, exprime un profond, malaise, dans le monde agricole, qui est compréhensible, c'est que j'ai essayé de décrire et aussi, démontre l'impasse dans laquelle, se trouve le système actuel, le système dans son ensemble. Alors là, c'est le monde agricole, mais on voit bien que les mobilisations se suivent. Elles ne se ressemblent pas, mais elles se suivent. On a eu la mobilisation des retraites, on a eu, les jeunes des banlieues, heu, voilà et là, on a une mobilisation du monde agricole et je pense que ça montre les impasses d'un système économique, et c'est ça aussi que j'essaye de démontrer, dans la note, et là, on comprend le malaise des agriculteurs parce que d'un côté, on leur dit, d'améliorer en fait, leur process et notamment d'être plus écologiques, dans leur façon de produire, d'avoir, finalement d'aller tendre petit à petit vers une agriculture moins productiviste et de l'autre, on les met en concurrence, massive, avec l'extérieur, avec, de plus en plus d'exportations, de plus en plus d'importations, finalement, un marché de plus en plus mondial et évidemment, la rencontre des 2 injonctions, en fait, elle est contradictoire, voilà. Et donc, à un moment, on commence à débattre des politiques européennes. Moi, je pense que c'est assez intéressant. Alors, les 3 choses que je développe donc dans la note de blog, elles sont les suivantes. D'abord, je rappelle finalement que, l'agriculture est au croisement de 3 types d'évolutions et d'enjeux qui sont, effectivement difficilement conciliables. L'agriculture, elle est faite par des agriculteurs et donc, il y a la question du modèle social de l'agriculture actuelle. J'y reviendrai un petit peu après. Elle est au croisement des besoins alimentaires, et des besoins alimentaires qui peuvent changer et de la nécessaire, préservation des écosystèmes. Et l'idée, c'était de la note de blog, c'était d'essayer d'éclairer ces trois questions pour montrer quelles étaient un peu les impasses et les contradictions avant de déboucher sur des revendications. Alors peut-être la 1re chose et ça me semble toujours très important quand il y a une mobilisation, c'est d'abord de se poser la question de ceux qui se mobilisent, c'est qui et qui sont-ils? Et je voulais, et je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent là, de bien prendre conscience que quand on parle des agriculteurs, en fait, c'est quelque chose qui regroupe, une énorme disparité, en fait, de conditions. Et donc j'ai essayé de le rappeler dans la note de blog. Évidemment, il y a 20 en gros des agriculteurs,
qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est inadmissible. Hein, je sais pas si je pense que vous êtes d'accord, mais on ne peut pas imaginer que des gens qui produisent notre nourriture puissent même pas se nourrir eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, qu'on a. Donc ça, c'est pas normal. Mais en Avec même temps, des heures oui, beaucoup 70 heures plus de au-delà. travail. Ouais. Voilà. C'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Bon, mais en même temps, il y a des exploitants agricoles qui vivent très bien. C'est pas le problème du revenu, finalement, leur problème. Bon, on a, je prends un chiffre, hein, juste un seul pour qu'on ait bien conscience de ça. 10% des viticulteurs les plus riches ont un salaire annuel de 123 000 euros. Hein, donc, ils gagnent mieux qu'un député. Euh, voilà, c'est le double. Donc, globalement, tous les agriculteurs ne sont pas en difficulté financière. C'est pas vrai. Voilà. Et de la même façon, toutes les filières ne sont pas touchées de la même façon par la crise de l'agriculture. Les producteurs laitiers, typiquement, sont ceux qui ont les rémunérations les plus faibles et qui ont globalement les conditions les plus difficiles. Bon. Donc, ce n'est pas un monde monolithique. Et puis, quand on parle d'agriculteurs, on pense souvent aux exploitants agricoles. Et on oublie qu'il n'y a pas que des exploitants agricoles, il y a aussi beaucoup de salariés. Hein, donc le chiffre est assez simple. On a 390 000 exploiteurs d'exploitation, avec donc 400 000 en gros chefs d'exploitation. Mais on a près de 731 000 actifs qui sont embauchés directement par les agriculteurs et 185 000 qui sont embauchés par des sociétés spécialisées. Donc c'est ça le monde agricole, hein, et qui s'insère dans un monde rural. Mais il faut Et peut-être juste souligner cette énorme différence entre les secteurs. Par exemple, le secteur céréalier, c'est très important. On voit dans les mobilisations beaucoup de très grands tracteurs. On peut imaginer qu'une bonne partie de ces agriculteurs sont donc dans le secteur céréalier, sans doute, les grandes cultures, etc. Et à ma connaissance, c'est aussi un des secteurs où ça marche plutôt relativement bien, aussi grâce à de soutien de la politique agricole commune, etc. mais le malaise en fait des céréaliers, il est quand même réel. Et je l'explique dans la note de blog. Pourquoi? Parce que ils ont beau gagner pas mal d'argent, certains d'entre eux. Ensuite, il faut, quand ils sont âgés, décider de qui reprendra l'exploitation. Et quand on a une capitalisation qui dépasse les 500 à 1 million d'euros parfois, bah, c'est très difficile de retrouver un repreneur si la famille veut pas reprendre. Et donc, en réalité, ils sont confrontés aussi à des difficultés. Voilà, qui sont les leurs. Donc il y a un malaise qui est partagé, même pour ceux qui gagnent bien leur vie. C'est ça qu'il faut aussi prendre, pour lequel il faut aussi prendre conscience. Et par ailleurs, ils sont percutés par un truc qui est très fort, je ne l'ai pas dit, mais par la diminution drastique quand même de l'emploi agricole. Hein. En gros, ils étaient 7% de l'emploi total il y a 40 ans, et maintenant c'est 1,5%. Voilà, donc on a tout ça. On a des modes de vie aussi qui ont changé. Je parle des conjoints maintenant souvent ne sont plus co-exploitants et souvent ont un autre métier. Donc il y a ce malaise-là. Et en fait, ils sont percutés par deux choses plus récemment. Enfin trois même, je dirais. La première, c'est la hausse des prix de l'énergie. On est tous touchés par ça, mais ils le sont. La deuxième, c'est le fait que les marges des grands groupes sont assez forts et ne bénéficient pas toujours de la hausse des prix de l'alimentation. Et la troisième, c'est la concurrence avec les pays étrangers, avec un truc qui est complètement délirant. J'ai pris l'exemple là ce matin du cerisier, hein, et où en fait on se retrouve avec quelque chose qui est délirant. C'est-à-dire qu'on interdit en France, donc pour la drosophile Suzuki, hein, ceux qui sont dans votre région la connaissent, qui ravage les récoltes de cerises, le le diméthoate a été interdit en France, mais pas en Espagne. Et par contre, on n'interdit pas l'importation des cerises espagnoles en France. Et donc, du coup, là, on comprend le malaise des agriculteurs. Il y a un truc un peu injuste. C'est-à-dire qu'on retrouve des cerises espagnoles en France qui sont achetées par les consommateurs français. Et par contre, on interdit aux agriculteurs français d'utiliser la même molécule. Donc là, il y a un vrai souci et on comprend ce malaise. Mais là-dedans, par exemple, il y a vraiment un ras-le-bol, on dirait, par rapport aux réglementations de plus en plus complexes. On parle de dizaines ou même des centaines de différentes directives, réglementations, contraintes, etc.
dont beaucoup sont quand même censés, parce que c'est quand même pour essayer de réduire les Mm. pesticides, etc. Mais donc, il y a d'une part un ras-le-bol en soi contre ces restrictions, mais notamment, comme vous venez de dire, l'inégalité dans certains pays qui imposent vraiment ces restrictions et d'autres non. Et donc, cette inégalité, en concurrence déloyale en quelque sorte. Ouais, bon, sur la concurrence des loyers, je pense que les choses sont assez simples. Sur le reste de la réglementation, faut entendre quand même la critique. C'est quand même, c'est la- on meurt sous la bureaucratie, la paperasserie. Les fonctionnaires s'en plaignent, les petits commerçants s'en plaignent, et les agriculteurs s'en plaignent. Il faut quand même se poser des questions. Et je pense que une des façons de comprendre le problème, c'est que le monde néolibéral et le marché, au lieu de produire des règles un peu claires, parfois avec des interdictions ou avec des services pour contrôler, avec de bien dotés, et ben, du coup, il y a une sorte de contrôle managériel vu d'en haut, très haut, là, c'est Bruxelles, de tout ça, alors que ça pourrait être des choses qui sont mises en œuvre collectivement à l'échelle des territoires, de façon un peu plus intelligente, d'essayer de faire la planification écologique. Ça nous montre aussi que on peut pas, si on fait la planification écologique contre les acteurs, c'est-à-dire sans les intégrer à la réflexion de comment on s'y prend, y compris pour la transition, on les braque. Et je crois que ça, c'est quand même assez intéressant et préoccupant. Néanmoins, c'est notre sort aussi, ça c'est la dernière partie de ce que je décrivais dans la note de blog. En tant que militant politique et là député, on est quand même obligé de dire qu'il faut sortir des pesticides et sortir du productivisme agricole. Bon. Pourquoi? Pour deux raisons qui sont simples. C'est la question du changement climatique, car on a une agriculture qui est une des principales activités émetteurs de gaz à effet de serre en France, hein. Et deuxième raison principale, c'est qu'on a un printemps silencieux dans nos champs et nos campagnes à cause des pesticides. Maintenant, c'est bien documenté. On a une diminution drastique des oiseaux et des insectes, et notamment des abeilles. Et ça, on ne peut pas continuer. Donc, je pense qu'il faut continuer le travail avec les agriculteurs de conviction, d'autant plus que c'est les premiers touchés, hein. Et je le dis aussi dans la note de blog, il y a eu une très belle étude de l'INSERM qui montre le nombre de cancers et de cancers pédiatriques, donc c'est les enfants des agriculteurs, qui sont causés par les pesticides. Maintenant, on sait très bien que c'est surtout les agriculteurs qui sont, et plus que les consommateurs d'ailleurs, c'est plutôt les agriculteurs qui sont concernés par ça. Heu, d mais, donc, il y a un autre aspect qui semble essentiel, de comprendre, c'est, dans le deuxième partie, en fait, on a peut-être abordé en gros le 1er chapitre, mais le deuxième chapitre, donc épidémie de pauvreté, d'obésité et de profit, là, c'est quand même assez frappant. On parle, de la valeur ajoutée qui est captée en quelque sorte par les multinationales de la transformation comme Nestlé, Danone, Lactalis, et cetera, mais aussi de la consommation, enfin Carrefour, Auchan et Leclerc, et cetera. Peut-être c'est quand même important d'expliquer jusqu'où ça on est arrivé avec, cette, inégale répartition totalement des revenus, des ressources. Bah, c'est ça qui, moi, c'est fabuleux dans le capitalisme. C'est-à-dire qu'on arrive dans un système où on a à la fois une épidémie d'obésité qui est préoccupante, hein, je redonne les chiffres dans la note, mais on est passé de 8,5% d'obèses en 97 à 17% en 2020. Et puis en même temps, on a un début d'insécurité alimentaire relativement préoccupant aussi, puisque maintenant on a près de 16% des Français qui sautent des repas, hein, quelque chose d'extrêmement grave. Et au bout de la chaîne, on a des profits immenses, hein. Et donc, ce n'est pas les agriculteurs qui profitent de tout ça, mais c'est bien une partie à la fois de l'aval en termes de transformation, donc c'est Nestlé, Danone, Lactalis, hein. Et là, la mobilisation, elle porte quand même sur le refus de Lactalis de passer le prix du lait à 484 euros, hein, dans les négociations. C'est un des éléments qui a été déclencheur. Et puis aussi tout le monde de la consommation, donc Carrefour, Auchan, Leclerc. Et je rappelle quand même, du coup, dans la note de blog, que à l'aval de Laval, il y a quand même des PDG au bout du bout, hein, qui deviennent des milliardaires les plus riches de France. Donc, avec typiquement le PDG de Lactalis, hein, c'est pas pour le cibler lui-même, mais il est passé de 3 milliards en termes de patrimoine en 2007 à 13 milliards en 2023. J'aime bien les chiffres parce que c'est parlant. Donc, ça incrimine aussi ça, c'est où va la valeur ajoutée? Donc là, on est typiquement dans une question, on va dire,
euh, marxiste de répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour l'instant, ceux qui captent la valeur ajoutée de tout ça sont les grands industriels et c'est ni les agriculteurs. Et puis, en contrepartie, les consommateurs payent assez fort le coût, puisqu'il y a une inflation forte donc, du coup, de l'ensemble des produits alimentaires. Bien plus forte que l'inflation générale. Ouais, bien plus forte que l'inflation générale. Et bon, en gros, c'était à peu près 10%. Enfin, ça dépend de quand est-ce qu'on prend la référence. Mais on le voit bien sur à chaque fois qu'on achète des choses, on le voit bien. Enfin, le panier à la fin est devenu extrêmement cher et c'est exorbitant. Mais je dis aussi quand même dans la note qu'à un moment donné, il faudra qu'on se pose collectivement la question de ce que nous, on est prêt à payer pour notre alimentation. Parce que globalement, on a eu une baisse assez forte de la part de l'alimentation dans les ménages, hein, qui est grosso modo passé de 38% les dépenses d'alimentation en 1950 à 18% aujourd'hui. Ça veut dire qu'on dépense moins d'argent pour nous nourrir, et du coup, ça pose quand même des questions. Bon, où va cet argent? Et cet argent, elle va notamment dans le logement. Et donc j'en conclus, c'est pour ça que j'aime bien les approches globales, c'est que on ne peut pas non plus résoudre la crise des agriculteurs, rémunérer les agriculteurs au juste prix et faire la transition écologique qui coûte cher aux agriculteurs, parce qu'il faut qu'ils changent aussi de méthode, et ça peut, dans un premier temps, la transition est coûteuse, si en même temps, bah, finalement, on ne résout pas la question du logement et que les gens sont complètement contraints sur la partie alimentaire parce que, ils payent une fortune leur logement, en fait. Voilà. Et Mais, leur... oui. donc, tout est lié, en fait. Oui, je veux dire, ça fait quand même des années qu'il y a soi-disant il y a des négociations, que le gouvernement dit qu'il va essayer de faire en sorte qu'il y a une meilleure, distribution, enfin, répartition des profits, en fait, et essaye de discuter avec Carrefour, Auchan et Leclerc et semble-t-il, bah, ça marche pas du tout parce qu'il y a vraiment une augmentation massive des profits et cetera. Comment on peut expliquer ça? Que finalement les pouvoirs publics n'arrivent pas à imposer ce genre de choses. Bah, moi, je pense que c'est un des trucs qu'on avait proposé, hein. Donc, dans la NUPES avait proposé des prix planchers, ils ont refusé. C'est-à-dire qu'il faut absolument garantir un prix aux producteurs et s'assurer en fait qu'il n'est pas, qu'il est pas absorbé par la marge des grands groupes. Donc, c'est un rapport de force des consommateurs, des salariés vis-à-vis des grands groupes industriels. Bon. Et pourquoi l'État n'y arrive pas? Parce que foncièrement, et là on le voit avec un certain nombre de ministres qui sont présents, c'est qu'ils sont liés de manière assez forte, hein, c'est pas nouveau dans l'histoire du capitalisme, mais ils sont liés de manière assez forte à ces grands trusts et que globalement, ils font la politique pour eux, quoi. Donc moi, je pense que réellement, s'il y a des choses à faire, c'est prix plancher. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de redonner des droits aussi aux agriculteurs, hein, en termes de retraite, de SMIC. Troisième chose, c'est les traités internationaux. Je pense qu'il faut en arriver enfin, il faut contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Et si on impose en fait une production écologique à des agriculteurs français, il faut qu'on impose exactement les mêmes choses de toutes nos importations. Et enfin, bah, il faut assurer donc des débouchés locaux. Ça paraît simple, hein, mais on est quand même dans un monde où on devrait pouvoir avoir l'ensemble des cantines, l'ensemble des restaurations collectives qui sont approvisionnées à 100% en bio et d'agriculture locale. Voilà. Et pour reboucler avec le truc qu'on a discuté tout à l'heure, bah, ça permettrait de lutter contre l'insécurité alimentaire et l'épidémie d'obésité, en fait. Par exemple, aujourd'hui, non, hier, je crois, la Confédération paysanne Hautes-Alpes a fait une action à Auchan. Enfin, ils sont allés pour essayer de euh, voir les pourcentages de produits frais, par exemple, et les fruits, légumes, etc., qui sont de production locale, ou alors qui viennent vraiment de quasiment l'autre bout de la planète. Donc, mais est-ce qu'on a une vue assez claire là-dessus au niveau national? Bah, si on a les chiffres de la Grèce, en général, on a les chiffres d'importation, d'exportation de chacune des filières. Donc ces données sont présentes. Et ce qu'on observe, hein, c'est que, moi je les ai regardées pour faire l'article, c'est qu'on a une augmentation tendancielle à la fois des exportations et des importations. Et donc on a de moins en moins une souveraineté alimentaire, ce qui en soi est un problème pour le pays aussi, hein.
parce qu'on dépend de plus en plus de l'étranger. Donc, en cas de coup dur, on peut se retrouver aussi en difficulté. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est difficile à résoudre comme problème, parce que, en gros, tant qu'on ne remet pas en question la concurrence libre et non faussée, et notamment sur les marchandises, en réalité, on se retrouve en difficulté, quoi. Et donc, ça nécessite de refonder complètement la politique agricole commune, que les aides soient ciblées non pas à l'hectare, mais à l'exploitation, et qu'on arrête aussi, parce que un des autres problèmes, c'est que, en fait, en finançant nos exportations, on détruit l'agriculture vivrière en Afrique et ailleurs aussi, hein. Donc, c'est l'autre facette du problème qu'il faut pas oublier, hein. C'est que ce truc-là a des conséquences partout dans le monde. Si on reste encore un petit moment sur les questions de pauvreté, obésité, et cetera, c'est important, je trouve, la partie où vous expliquez, effectivement, la paupérisation des ménages, mais l'obésité, mais aussi c'est dû au fait que souvent, ben, les ménages, ils sont mal logés, ils n'ont pas même l'espace pour cuisiner comme il faut, ou ils ont des horaires très, très compliqués, décalés, qui font en sorte que c'est difficile de prendre le temps pour faire un repas un peu plus sain, on pourrait dire. Et c'est pour cela que parmi, évidemment, ça devient une question sociétale et bien plus vaste, mais dans les propositions que vous mettez à la fin, ben, il y a la question d'augmenter, en fait, non seulement les revenus des agriculteurs, mais les revenus des smicards ou des bas salaires, parce que finalement, c'est ça qui va aussi apporter de capacité d'acheter des produits locaux d'une meilleure qualité. Oui, il y a dans l'étude que c'était l'étude INSERM qui regarde, non, c'est l'étude du Crédoc, hein, sur les comportements. Il montre qu'il y a près de 40% des Français qui ne choisissent pas les aliments qu'ils voudraient manger en plus. Donc on voit bien que souvent on dit bah, les gens préfèrent la malbouffe. Non, des fois les gens choisissent de la malbouffe, en tout cas ne choisissent pas exactement ce qu'ils voudraient manger. Donc effectivement, la hausse globale des revenus est absolument nécessaire. C'est une condition nécessaire pour essayer d'avoir des consommateurs qui ont la capacité d'acheter des produits bio, locaux, etc. Donc ça, c'est évident. Après, ce n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, moi, je crois aussi, de, de communication, d'information. Il faut s'attaquer notamment aux publicités et au marketing extrêmement agressif vis-à-vis des enfants, ce qui nous repose la question du Nutri-Score et tout ça. Moi, je le vois, hein. Enfin, là, j'ai deux enfants. Bah, la capacité marketing des savanes et autres produits industriels voilà, à attirer l'œil, à mettre énormément de goût, de sucre, de sel sur d'autres trucs, en fait, ça formate les goûts des enfants très tôt. Et en fait, il y a de la publicité très tôt pour les enfants. Donc tout ça, on peut agir, hein. Il y a eu le Nutri-Score, mais les industriels n'en ont pas voulu, puisque en fait, ils n'ont pas voulu que ça soit systématisé. Et il y a le contrôle de la publicité sur ces questions. Enfin, moi, je pense qu'il faut contrôler. C'est comme le tabac. Ça tue, hein. Ces questions-là tuent. Voilà. Peut-être on arrive à la dernière partie, en tout cas, ce que vous appelez la nécessaire bifurcation de notre modèle agricole. Vous citez une petite phrase là de votre collègue François Ruffin, c'est pas mal. Les injonctions lancées aux agriculteurs sont schizophréniques. D'un côté, on leur demande de monter en gamme, de diminuer les phytosanitaires, donc les pesticides, etc. Et de l'autre, on leur demande d'être compétitifs avec les fermes-usines au Brésil et bientôt en Ukraine. Mm. Effectivement, l'Ukraine, l'entrée, Ouais. l'idée que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne rajoute à ces craintes pour l'avenir. Bah, bien sûr, parce que l'Ukraine, c'était le grenier à blé de la Russie. Enfin, il ne faut pas l'oublier. C'est un immense producteur de céréales. Et donc, forcément, les agriculteurs ont peur de la concurrence avec les agriculteurs ukrainiens. Et donc, je pense que ça c'est là-dessus qu'on peut le plus facilement appuyer, nous, c'est-à-dire montrer l'incohérence entre finalement ce qu'ils peuvent dire le gouvernement sur on aime bien les agriculteurs, etc., et leurs actes. Ils ont encore voté récemment, en fait, des traités de libre-échange, encore cette semaine, avec d'autres pays, et donc ils n'arrêtent pas de déréguler le marché, en fait, et de favoriser les importations venant de très loin. Donc ça, je pense que c'est assez fort. Mais si la FNSEA, par exemple, ou certains agriculteurs ne montent pas au créneau toujours là-dessus, c'est que certains en bénéficient, hein.
Faut bien imaginer que c'est Trump qui récemment, je ne sais pas si vous avez vu cette image où Trump est intervenu en parlant de Macron. Il a dit, eh ben, un jour Macron a voulu faire des taxes sur les GAFA. J'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, bah, si tu fais ça, j'interdis le vin français aux États-Unis. Puis il a fait carpette. Il est reparti. Donc effectivement, si on accepte d'arrêter des importations qui font du dumping écologique et social chez nous, il faut accepter aussi qu'on arrête d'exporter certains trucs. Donc forcément, il y aura un modèle à changer et pour certains viticulteurs, il faut aussi se reconcentrer sur un type de vin qui bah, voilà, soit pas forcément que dédié à l'export, parce que sinon, évidemment, on est tributaire des accords de libre-échange, hein. Dernière question, peut-être, je veux dire, on a déjà évoqué le problème des pesticides, des phytosanitaires et le refus clairement exprimé de certainement pas du tout tous les agriculteurs, mais agriculteurs surtout à la FNSEA, je pense, mais qui refusent absolument, et c'est assez frappant, comme par exemple le tout petit espace, enfin, limite 5 mètres, je crois, autour d'habitation, il ne fallait pas mettre de pesticides. Ils refusent ça. Tandis que d'autres disent qu'il faudrait au moins 150 mètres, je veux dire. Mm. Mais j'ai aussi entendu ce matin que des agriculteurs veulent refuser absolument toute limitation d'irrigation, par exemple. Je veux dire, on en parle de méga-bassines et tout le reste, mais je veux dire, avec le problème des sécheresses et le manque de plus en plus d'eau dans les nappes phréatiques. Donc, comment on peut quand même arriver à ce que on arrive à finalement faire comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça et il me semble que c'est aussi une question sociétale quelque part ou de la Mm. population plus globale de faire comprendre à la FNSEA et à peut-être d'autres la coordination rurale et d'autres que mais c'est pas acceptable, cette position. Bah, je pense que sur bon, les pesticides, hein, les chiffres, je les donne dans la note. On a une augmentation de 10% en fait, de la consommation de pesticides en France depuis. Donc dans la note, je dis, je l'ai déjà perdu. Paf, paf. Bon, c'est pas très grave, mais en gros, au lieu de diminuer, on a eu plusieurs programmes éco-phyto, on a eu une augmentation de la consommation des pesticides. Et effectivement, c'est extrêmement préoccupant, mais c'est parce qu'on n'a pas changé de modèle, en fait. Et donc, voilà, on a une augmentation de 10% entre 2009 et 2018 hein, de la consommation de pesticides. Donc, alors pourquoi ça ne se fait pas? D'abord parce que, en réalité, il faut vraiment changer de modèle, c'est-à-dire qu'il faut diminuer les surfaces, diminuer la capitalisation, du coup aussi, parce que d'une certaine manière, quand on fait moins de machines et moins de pesticides, ben, on a moins de capitaux. Donc ça peut être intéressant économiquement, hein. Certains agriculteurs qui ont fait cette transition ont pu voir en fait qu'ils avaient un chiffre d'affaires conservé malgré une baisse de la consommation de pesticides et une baisse du machinisme. Bon, mais faut permettre la transition. Et pour permettre la transition, faut aider au changement de modèle. Et là, on n'a rien qui aide au changement de modèle. Typiquement, le fait de continuer à donner des subventions à la surface et non pas à la production, hein, fait que les agriculteurs cherchent à avoir des surfaces toujours plus grandes. Mais pour gérer des surfaces toujours plus grandes, il faut du machinisme et des pesticides, hein. Ça simplifie la vie, ça augmente la productivité, le rendement, etc. Bon. Donc, il faut aider les agriculteurs à faire cette transition. Et pour ça, il faut les convaincre aussi. Bon, alors pour les convaincre, moi je pense que sur les pesticides et comme sur le changement climatique, il faut faire un travail de conviction. Il y a pas d'autre façon de faire. Avec aucun segment de la population, on peut faire contre les gens, hein. Donc il faut continuer de les convaincre que le printemps silencieux qu'on est en train d'observer, les insectes, les oiseaux, c'est dramatique. C'est dramatique pour eux aussi, puisque quand il n'y a plus de pollinisateurs, c'est un problème pour certaines productions. Et ça, il faut continuer à faire ce travail de conviction. Mais pour ça, par exemple, il faut dissocier la vente de pesticides et l'information sur les pesticides. Il faut réellement, voilà, parce que là, le problème, c'est qu'on leur vend des solutions, que c'est des solutions des fois qui facilitent leur vie aussi, hein, parce que essayer de faire certaines cultures sans pesticides et sans engrais, c'est parfois plus compliqué. Il faut changer ses pratiques. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut faire. Et donc, pour ça, on a besoin de moyens dans les chambres d'agriculture. Et je finirai peut-être sur un aspect, c'est qu'on a besoin de former aussi des jeunes, hein, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'agriculteurs. La Confédération paysanne parlait d'1 million d'agriculteurs, voilà, pour faire de l'agriculture écologique et tout ça.
Bon, globalement, tout ça, on n'est pas, on a des lycées agricoles qui sont un peu laissés à l'abandon et surtout qui sont de plus en plus financés et puis dont les programmes sont de plus en plus décidés par les grands groupes industriels. Donc là, l'État, il faut qu'il reprenne la main sur la formation à tous les niveaux hein, des jeunes qui ensuite vont être soit agriculteurs, soit ingénieurs agronomes et qu'on essaye par ça, par la jeunesse, par la formation, de promouvoir d'autres solutions qu'on commence à connaître, hein. Il n'y a rien de facile, parce que bon, si on utilise des pesticides et des engrais, c'est pour une bonne raison, hein. Ça marche bien. Enfin, c'est-à-dire que bon, on augmente le rendement parce que bah, la plante a besoin d'azote. Donc voilà, si on lui met de l'azote, c'est vrai qu'on augmente le rendement. Et puis, en fait, il y a quand même pas mal de ravageurs. Et on a choisi des variétés de plus en plus à fort rendement, mais qui sont du coup extrêmement sensibles aux ravageurs. Donc voilà, c'est vrai que quand vous avez toutes vos cerisiers qui sont détruits par, bah, on parlait de cette espèce invasive là tout à l'heure, et ben forcément, on a quand même envie d'utiliser le pesticide. Donc il y a tout un travail il faut faire le chemin arrière de tout ce qu'on a fait dans la transformation de notre agriculture, et c'est pas simple, donc il faut des moyens pour l'accompagner. Donc, Hendrik Davy, merci. Si des auditrices, auditeurs voudraient trouver votre billet de blog, à ma connaissance, il n'est pas nécessaire d'être abonné à Mediapart pour avoir accès, non? Non, il Ou n'est pas non, nécessaire, puis voilà. il est sur mon site internet aussi. D'accord. Donc, on peut aller sur Mediapart et aller dans le club, ce qu'on appelle le club, et on trouve ou on mettre dans le moteur de recherche donc Hendrik, qui est écrit Hendrik, et puis Mm. David, Davi. Et donc, vous avez un site internet, peut-être, c'est comment? hendrikdavy.fr, facile. Très bien. Bon, mais merci beaucoup pour tout ça et Merci, à la prochaine peut-être. à la Allez, prochaine. oui, au revoir, merci. Au revoir.